Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de venir échanger avec vous, j'espère des échanges, à l'occasion des 40 ans de R. Merci de cette invitation. La mission qui m'a été confiée est de vous présenter des éléments relatifs, non pas encore, des éléments relatifs à l'évolution de la déficience intellectuelle. Alors, je vais dire déficience intellectuelle pour faire court, mais je vais revenir sur les dénominations différentes. Et donc, cette évolution de la déficience intellectuelle aux troubles du développement intellectuel et de vous présenter l'impact pour les implications pour l'accompagnement des personnes. Donc, à l'origine, il y a très longtemps encore, mais pas si longtemps que ça finalement, les dénominations qui étaient utilisées étaient celles de handicap mental, de retard mental, de handicap intellectuel ou de déficience intellectuelle, encore un peu déficience intellectuelle. Donc ces dénominations étaient associées à une conception spécifique des personnes. On parle de défectologie. On mettait l'accent sur les déficits. Alors je vais définir, parler de déficience intellectuelle pour toutes ces dénominations-là, et on est progressivement passé à l'expression de troubles du développement intellectuel. Alors, la notion de trouble ne correspond pas tout à fait à celle qui est utilisée en anglais. Trouble du développement intellectuel, je vais vous présenter l'évolution. C'est une traduction d'Intellectual Developmental Disabilities. Et en fait, disabilities, c'est plutôt handicap en anglais, alors que disorder serait plutôt trouble. Mais c'est la dénomination qui est utilisée. C'est cette expression-là qu'on privilégie maintenant. C'est pas juste un effet cosmétique, c'est associé à un certain nombre de choses, à un certain nombre de choix, et ça influence énormément la manière dont on travaille avec les personnes. C'est supposé influencer la manière dont on travaille avec les personnes. Donc la déficience intellectuelle, je vous disais, déficience intellectuelle, retard mental, handicap intellectuel. Quand on utilise cette notion de déficience intellectuelle, le mot déficience est très clair, on met l'accent sur les déficits. On mettait l'accent sur la maladie des personnes plutôt. On ne considérait pas que les personnes étaient dans une condition de développement spécifique, mais bien qu'elles avaient une maladie. Et ça venait à catégoriser les personnes, finalement, à part de la société. Alors, dans certains cas, elles étaient traitées à part de la société pour leur permettre d'avoir des conditions de développement efficaces. C'est encore le cas en ce moment, actuellement. Dans certains cas, c'était pour protéger la société, puisque c'était une situation qu'on ne comprenait pas énormément, l'idiot du village et ainsi de suite. Je vous disais que cette notion de trouble du développement intellectuel n'est pas juste un effet cosmétique, elle est associée à un certain nombre de changements. Quand on parle de trouble du développement intellectuel, à l'inverse, on met l'accent sur le potentiel humain. Pas sur les déficits, mais sur le potentiel des personnes, le potentiel de développement. On met l'accent sur l'inclusion sociale, l'inclusion des personnes à la communauté, sur leur autodétermination, c'est-à-dire la capacité à faire leurs propres choix. Et on met également l'accent sur le développement des personnes. On se trouve en situation de pouvoir proposer aux personnes un accompagnement qui leur permet de se développer. Là où auparavant, on avait tendance à considérer que finalement les personnes qui avaient une déficience intellectuelle ne pouvaient pas être éduquées, il n'y avait rien à faire. Il suffisait de les occuper. Actuellement, cette conception de trouble du développement intellectuel est associée à l'idée qu'il est possible d'accompagner les personnes, qu'il est possible de leur apprendre un certain nombre de choses et de leur permettre de progresser. Cette notion-là, elle est extrêmement importante. Et quand je dis avant, on considérait que quand on parlait de déficience intellectuelle, les personnes ne pouvaient pas être éduquées. C'est encore le cas dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre d'établissements, pour un certain nombre de médecins, par exemple de psychiatres, ou psychologues, qui vont considérer, voire plus en termes de profession, qui vont considérer que ça ne sert à rien de toute façon. Un enfant avec un TDI, il ne peut pas apprendre à lire. L'essentiel, c'est qu'il se sente bien dans son corps, dans sa tête, et puis c'est tout. Et donc, ces éléments-là, je mets l'accent parce que c'est vraiment important. L'idée que, quand on parle de troubles du développement intellectuel, il y a vraiment l'idée qu'il est possible d'accompagner les personnes et de leur apprendre. Alors, cette idée a évolué grâce notamment à Shalok, qui est un psychologue américain, vous voyez le nom en dessous.
Shalhock, c'est Robert L. Shalhock, qui était donc un psychologue américain et qui a coordonné le comité chargé de la classification et de la terminologie au sein de l'Association américaine pour les troubles du développement intellectuel. C'est AAIDD, l'Association américaine pour les troubles du développement intellectuel. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, ce chercheur fait partie des personnes qui, au sein de l'AAIDD, ont énormément influencé les choses, spécifiquement pour les troubles du développement intellectuel, mais en suivant les mouvements ouverts par le modèle de processus de production du handicap qui ont suivi par l'OMS et ainsi de suite. Et donc, ce qu'explique Shalhock, c'est que quand on parle de troubles du développement intellectuel, il y a un certain nombre de concepts qui sont associés. C'est d'abord, ce qui est sous-jacent, c'est une certaine conception du handicap. Alors ça, je pense que tout le monde connaît cette conception. L'idée que le handicap n'est pas une caractéristique propre des personnes, mais résulte des interactions entre la personne et son environnement. Ce qui est particulier, c'est qu'on va mettre l'accent plutôt sur les limitations du fonctionnement plutôt que sur les déficits. Bien entendu qu'on reconnaît qu'il y a des forces et des faiblesses pour une personne qui a un trouble du développement intellectuel, mais ce qui est important, c'est pas tellement ce déficit, c'est la limitation du fonctionnement, les limitations fonctionnelles. Et l'idée est qu'on peut alors apporter des soutiens individualisés. Associé à cette idée de limitation du fonctionnement, j'y reviendrai après, il y a une conception du fonctionnement dans un cadre multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne va plus mettre l'accent seulement sur le niveau intellectuel, sur le fonctionnement intellectuel, mais on considère l'ensemble du fonctionnement de la personne et les conséquences, on appréhende également les conséquences des troubles dans les différents domaines de la vie. Enfin, l'un des derniers, parce qu'il y en a un certain nombre, mais l'un des derniers concepts importants est une approche multifactorielle de l'étiologie. Alors vous avez vu pas mal d'éléments dans ce que Monique Martinet vous a présenté, sous l'angle génétique, une étiologie génétique, pour revenir en arrière, considérer une approche multifactorielle de l'étiologie permet d'aller plus loin qu'une distinction entre ce qu'on appelait auparavant une étiologie génétique et une étiologie psychosociale. Il y avait un peu, pendant un certain temps, l'idée que soit les personnes étaient porteuses d'un syndrome génétique, la trisomie 21, le syndrome de X fragile, ces choses-là, soit l'origine du trouble du développement intellectuel, de déficience intellectuelle, n'était pas connue, mais peut-être que c'était une origine psychosociale. Ce que considèrent les psychologues, notamment de la AIDD, c'est plutôt qu'on va distinguer différents types de facteurs, les facteurs biomédicaux, parmi lesquels entrent les facteurs génétiques, mais pas que. Par exemple, une anoxie, un manque d'oxygène à la naissance, est un facteur biomédical, sans pour autant une cause génétique. Des facteurs d'ordre sociaux, des facteurs comportementaux et des facteurs éducatifs. On peut, par exemple, trouver les conséquences des carences éducatives, le syndrome de l'alcoolisation fétale ou toutes ces choses-là. Et ce qui est important également, c'est pas seulement le type des facteurs, mais le moment auquel ils entrent en jeu, au moment auquel ils jouent leur rôle, c'est-à-dire le timing. Et donc, vous avez vu tout à l'heure la distinction entre l'action prénatale, alors c'est particulièrement le cas pour les étiologies génétiques, il manque une lettre, l'action périnatale ou postnatale. Je reste un petit peu sur l'étiologie pour faire le lien avec les recherches. En fait, pendant très longtemps, pendant toute une période entre les années 80 et les années 2000, on va dire, la question de l'étiologie particulièrement génétique a été importante en recherche. Avant les années 80, les recherches sur les troubles du développement intellectuel étaient conduites de manière globale. On essayait de savoir ce qui causait le retard mental, le handicap intellectuel, et de trouver une explication du fonctionnement des personnes qui soit le même pour toutes les personnes. Toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle, par exemple, étaient considérées comme ayant une vitesse de traitement de l'information limitée ou des difficultés d'ordre métacognitif. Ça, c'est avant les années 80. Et les progrès de la génétique
les progrès aussi des techniques d'imagerie cérébrale ont apporté un certain nombre de changements qui ont amené les chercheurs à s'intéresser aux étiologies génétiques. Les 3 qui ont été principalement étudiés dans la littérature, c'est la trisomie 21, syndrome de Down, le syndrome de l'X fragile, dont l'une des manifestations est un trouble du spectre autistique, mais aussi très fréquemment associé à un trouble du développement intellectuel, et le syndrome de Williams-Beuren, qui est moins connu, qui fait partie des maladies rares et qui est dû à une toute petite délétion, à une microdélétion sur le chromosome 7. Ce sont 3 des principaux syndromes qui ont été étudiés. Le syndrome du cri du chat, par exemple, a été beaucoup moins étudié. Le syndrome Q11-22 l'est un peu plus depuis quelques temps, particulièrement pour ses impacts sur la cognition sociale. Et donc, il y a eu cette période entre les années 80-90 où on a essayé de mettre en relation le génotype et le phénotype, de dire, ben voilà, une personne qui a un syndrome de Down, une trisomie 21, elle a un chromosome surnuméraire. Ayant ce chromosome surnuméraire, elle a, comme toutes les autres, elle doit avoir un certain type de fonctionnement, donc un phénotype spécifique. Et en fait, ça a été une opportunité pour réaliser les recherches, comme Monique Martinet l'évoquait tout à l'heure, sur un profil de fonctionnement qu'on imaginait similaire, et ça a permis de dégager des phénotypes et d'identifier la manière dont les personnes fonctionnaient. On a encore évolué depuis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Quand vous considérez une étiologie génétique spécifique, en considérant par exemple que les personnes qui ont un syndrome de Down vont fonctionner de telle manière, que les personnes avec un syndrome de Williams-Beuren, par exemple, c'est l'un des cas très spécifiques. Le syndrome de Williams-Beuren était considéré comme un syndrome dans lequel les personnes étaient hypersociables, avaient un déficit du fonctionnement visio-spatial et avaient en revanche plutôt des forces au niveau langagier. Quand on considère cette étiologie génétique pour étudier les personnes, finalement, ce dont on se rend compte, ce dont on s'est rendu compte plus récemment, c'est qu'on amenuisait les variabilités, les variations entre les personnes. Et qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir ce regard génétique, il faut aller plus loin et s'intéresser à chacune des personnes parce que même quand il y a une étiologie génétique commune, eh bien en réalité, l'impact n'est pas le même pour toutes les personnes, d'abord parce qu'elles grandissent dans des environnements différents, et puis parce que, par exemple, pour la trisomie 21, même si c'est quelque chose qui est sans doute similaire au départ, en réalité, le développement est très hétérogène. Une chercheure qui a énormément influencé les recherches sur les troubles neurodéveloppementaux, et particulièrement les troubles du développement intellectuel, qui était Annette Carmillo-Smith, une chercheure anglaise, a fait le point de toutes les modifications, l'hétérogénéité au sein du syndrome des personnes atteintes du syndrome de Down. Et on s'est rendu compte que du début à la fin de la vie, en réalité, il était absolument impossible de considérer que toutes les personnes ayant un syndrome de Down avaient le même profil. Et donc, tout ça, ça amène à considérer qu'il faut, au contraire, dépasser l'étiologie génétique, s'appuyer, parce que ça permet d'aller plus loin, et que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Monique Martinet, mais qu'en fait, du point de vue de la recherche, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut aller plus loin et mettre en place des accompagnements qui ne soient pas spécifiques à un syndrome, même si le fait de connaître le syndrome permet d'avoir des informations un peu plus fines sur le fonctionnement. Je reviens sur, j'espère que je ne vous ai pas perdu, j'étais un peu longue sur ça, je reviens sur l'approche multidimensionnelle du fonctionnement. Je pense que vous connaissez cette notion en réalité, puisque ce qui est sous-jacent, c'est les composantes de la CIF. Ce qui est sous-jacent à l'idée de distinguer différents domaines de fonctionnement, c'est la classification internationale du fonctionnement. Alors vous avez la version de 2011, en tout cas une extraite, qui distingue les activités, les structures organiques anatomiques, la participation, les problèmes de santé, les facteurs environnementaux et personnels, qui vont tous entrer en jeu. Et c'est sur ces éléments-là que le handicap, c'est de l'interaction de ces éléments-là que va survenir le handicap. Dans le champ des troubles du développement intellectuel,
Les chercheurs, vous retrouvez ici la AIDD, l'Association américaine pour les troubles du développement intellectuel. Dans le champ des troubles du développement intellectuel, les chercheurs ont souhaité, à partir du modèle de la CIF, développer un modèle spécifique du fonctionnement humain, appliqué aux troubles du développement intellectuel, qui met l'accent, qui distingue les capacités intellectuelles, le comportement adaptatif, la santé et l'étiologie, la participation, les interactions, les rôles sociaux, le contexte. Et dans le contexte, il y a à la fois les contextes proches de la personne, le contexte un peu plus éloigné et la société. Si vous connaissez le modèle écologique du développement humain, il y a cette conception-là qui est sous-jacente, c'est-à-dire la distinction entre les microsystèmes, exosystèmes, mésosystèmes et macrosystèmes. Et donc l'idée est que le fonctionnement humain est permis par ces différents domaines et que le soutien va intervenir pour favoriser le fonctionnement humain. Alors je vous ai présenté ce modèle parce que c'est ce qui permet d'expliquer la nouvelle, alors nouvelle depuis 2013, mais la nouvelle de manière de considérer les troubles du développement intellectuel. Les troubles du développement intellectuel sont définis par des limitations, notamment dans 2 de ces domaines. Cette définition, la définition qui fait autorité est une définition qui est partagée par le DSM-5, la version 5 du manuel de catégorisation des troubles mentaux, l'Association américaine pour les troubles du développement intellectuel et la CIM 11, la dernière version de la classification internationale des maladies. Et alors qu'auparavant, on ne mettait l'accent que sur les limitations du fonctionnement intellectuel, depuis 2013, la publication du DSM-5 notamment, on considère qu'un trouble du développement intellectuel est associé à des limitations du fonctionnement intellectuel, des limitations du fonctionnement adaptatif et une apparition développementale. Ce sont ces 3 choses-là qui vont faire le trouble du développement intellectuel. Les limitations du fonctionnement intellectuel, on les évalue par un test de QI. Le QI, en fait, ce que vous donne juste quelques infos, ce que vous donne un quotient intellectuel, c'est une répartition de la personne par rapport au niveau intellectuel de la population. Dans un test de QI, la moyenne est de 100. C'est normalisé. On fait en sorte que la moyenne soit de 100. Donc, si on vous dit que vous avez un QI 2, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Donc, la moyenne est de 100 et les personnes sont réparties autour de la moyenne en fonction d'un écart type, donc d'une dispersion, d'un écart à la moyenne, écart type de 15. Une personne qui a un QI normal se situe entre 70 et 130. Plus on s'approche de 70, plus le niveau est faible, plus on s'éloigne de 100 et on s'approche de 130, plus le niveau intellectuel est élevé. On est d'accord, je ne parle pour l'instant que de niveau intellectuel. Et en fait, ce schéma, il est très bien fait pour représenter ce que veut dire le QI. Vous voyez qu'il y a plus de monde ici, au milieu, parce que c'est comme ça que c'est fait. En fait, si la courbe est plus élevée, c'est parce qu'elle représente la probabilité de se trouver là, la proportion des personnes qui ont un QI normal, un quotient intellectuel normal. Et plus on s'éloigne d'un côté ou de l'autre, plus la probabilité de se trouver dans ces zones est faible. Ce sur quoi je voulais mettre l'accent, au-delà de vous expliquer cette répartition que je trouve très importante, ça ne veut rien dire en fait le QI finalement. Et c'est important d'avoir ces éléments-là en termes de répartition dans la population. Ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est aussi qu'on va considérer, si on ne prend que l'aspect quotient intellectuel et ce qu'on faisait auparavant, qu'une personne avait une déficience intellectuelle lorsqu'elle avait un score au QI inférieur à 70. Alors, inférieur, c'est un peu strict. On va considérer les zones limites comme importantes également. Mais en fait, en dessous de 70, les personnes étaient réparties en niveaux de quotient intellectuel, d'une déficience intellectuelle légère à une déficience intellectuelle profonde. Ce qu'on ajoute quand on appréhende également le fonctionnement adaptatif, comme je le disais là, c'est une évaluation de la capacité des personnes à s'adapter
dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire au niveau conceptuel, au niveau social, au niveau pratique, par exemple la capacité à faire ses courses, à gérer son logement, à gérer son compte en banque, à apprendre aussi. Et donc, le trouble du développement intellectuel va résulter de l'association de ces deux ensembles de limitations. Donc ça suppose qu'il faut également évaluer le fonctionnement adaptatif. Le fonctionnement adaptatif donc, vient en plus de l'évaluation du fonctionnement intellectuel par le QI. Typiquement, on va l'évaluer par l'échelle de Vineland, l'échelle de fonctionnement adaptif de Vineland. Il y a également l'ADAPS qui commence à être adapté en français. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus simplement considérer cette classification pour considérer qu'une personne a des difficultés plus ou moins sévères du point de vue intellectuel. Il faut aussi considérer le fonctionnement adaptatif. Et l'intérêt, c'est que l'association des deux permet de définir une intensité de soutien. Donc en fait, ça, c'est le DSM-5. J'ai repris dans le rapport, le graphique, le tableau, dans le rapport d'efficience intellectuelle de l'INSERM publié en 2016, qui distingue de nouveau les différents niveaux d'efficience intellectuelle, mais qui les croise en fonction du fonctionnement adaptatif, domaine conceptuel, domaine social et domaine pratique, et qui explique ce que la personne typiquement va être capable de faire. C'est vraiment un typique, hein, il faut vraiment s'adapter. L'idée de l'AIDD, l'Association américaine pour les troubles du développement intellectuel, est plutôt que de définir un accompagnement en fonction du QI, ça donne pas grand-chose, mais plutôt de se poser la question de l'intensité de soutien dont a besoin la personne. Alors, je vous ai dit que le QI s'évaluait, enfin le fonctionnement intellectuel s'est évalué avec un QI qui n'est pas forcément évidente à obtenir chez les personnes qui ont un trouble du développement intellectuel, notamment si leurs difficultés sont importantes. Mais bon, donc on ne va pas forcément aller jusqu'au bout pour l'évaluer, mais c'est une information. Je vous ai dit que le fonctionnement adaptatif s'évalue avec l'échelle de Vineland. Une information supplémentaire est que l'AIDD a aussi développé une échelle d'intensité de soutien en différentes versions et qui est adaptée en français, qui n'est pas très connue en France, mais qui permet d'évaluer, qui est assez complémentaire de la Vineland, mais qui va un peu au-delà et qui permet d'évaluer le besoin de soutien dont ont besoin les personnes. Le besoin de soutien des personnes. Et donc, qui permet d'aller au-delà. Donc voilà, l'idée était de vous montrer que cette conception du fonctionnement intellectuel, des troubles du développement intellectuel allait plus loin que simplement la prise en compte du fonctionnement intellectuel. Je voulais raccrocher à la journée, au thème du colloque, pour faire le lien avec les troubles du neurodéveloppement. Le DSM-5 inclut les troubles du développement intellectuel parmi la catégorie des troubles neurodéveloppementaux, dans lesquels on trouve aussi les troubles des apprentissages, les troubles de la communication, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique et les troubles moteurs, ceux dont a parlé Étienne Pau tout à l'heure en parlant du trouble développemental de la coordination, ils se trouvent ici. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais mettre l'accent avec ce graphique. La première, c'est que, contrairement à ce que laisse penser ce graphique, ces troubles ne s'excluent pas. C'est même très, très, très fréquemment l'inverse. Il y a très fréquemment une association entre différents troubles. Par exemple, on estime à 30% la part de personnes qui ont un TSA et un TDI. Beaucoup des personnes avec un TSA ont aussi un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et donc, ce n'est pas juste un hasard, c'est que le DSM-5 a été conçu avec cette idée de ne pas exclure les troubles les uns des autres, au contraire de ce qui était fait auparavant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un certain nombre, ce que Monique Martin a évoqué tout à l'heure déjà, il y a un certain nombre de choses, de caractéristiques qui peuvent être communes aux différents troubles, et on développe de plus en plus ce qu'on appelle une approche transdiagnostique. Alors, c'est un peu le corollaire de l'idée de sortir de l'étude de l'étiologie génétique en recherche, enfin de se limiter à ça. L'approche transdiagnostique, elle amène à considérer certaines caractéristiques qui se présentent de manière commune dans certains troubles. Par exemple, on sait
que l'une des caractéristiques fortes associées aux troubles neurodéveloppementaux réside dans les difficultés de fonction exécutive, qui se manifestent de différentes manières. Si vous avez un TDAH, forcément que les difficultés de fonction exécutive, elles sont centrales, elles font partie du trouble dans la définition. Mais en réalité, dans les TSA comme dans les TDI, par exemple, il y a également une association forte avec des difficultés de fonction exécutive. On considère que de plus en plus, que c'est peut-être l'une des choses qui est aussi centrale, mais qui se manifeste de manière différente par rapport au TDAH dans les troubles du développement intellectuel. Mais je vais encore un peu plus loin. Dans les troubles moteurs, par exemple la dyspraxie, donc le trouble de développement mental de la coordination, ou bien la dysgraphie également, il y a un développement perturbé des fonctions exécutives. Et donc, l'idée est de considérer aussi ces difficultés de fonctionnement communes aux différents troubles et de voir la continuité entre les différents troubles. La deuxième chose sur laquelle je voulais mettre l'accent en termes de points communs, c'est le développement de la cognition sociale, qui est très fréquemment atypique. Alors, de la même manière, ils sont constitutifs du TSA. Donc, ça paraît logique que les personnes ayant un TSA aient des difficultés de la cognition sociale, puisque c'est défini comme un trouble des interactions sociales. Mais les personnes qui ont des troubles du développement intellectuel ont aussi fréquemment un développement atypique de la cognition sociale, peut-être, mais peut-être pas, en lien avec les limitations de fonctionnement intellectuel, aussi en lien avec les limitations de fonctionnement adaptatif, sans doute. J'ai oublié de vous dire que les limitations du fonctionnement adaptatif ne sont pas considérées comme résultant des limitations du fonctionnement intellectuel. Il n'y a pas une relation de causalité entre les deux. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont communes, limitation des fonctionnements des fonctions exécutives et limitation de la cognition sociale, qui se retrouvent dans les différents troubles neurodéveloppementaux de différentes manières. Voilà pour cette présentation de l'évolution des concepts. Maintenant, quel est l'impact pour l'accompagnement des personnes ? L'impact pour l'accompagnement des personnes, il se situe à différents niveaux. La première chose, c'est qu'il devient possible de limiter les conséquences des troubles du développement intellectuel pour les personnes en mettant en place des interventions et des supports qui soient individualisés, donc qui sont définis spécifiquement et individualisés pour chacune des personnes. Et l'autre impact, il est pour une majorité d'entre vous, je suppose, c'est pour les pratiques professionnelles. L'impact, c'est une évolution des pratiques professionnelles et aussi des politiques publiques. Je vais revenir sur ces deux points-là, enfin les trois, qui sont associés en réalité. Alors, je reprends les propos de Chaloc et ses collègues dans cette publication de 2021, qui considèrent que passer à une conception des troubles du développement intellectuel, comme je vous le disais, qui associe la prise en compte des limitations du fonctionnement intellectuel, des limitations du fonctionnement adaptatif, c'est-à-dire en considérant le fonctionnement des personnes dans un cadre multidimensionnel, eh bien, ça suppose d'adopter une approche fonctionnelle, c'est-à-dire de se poser la question du fonctionnement des personnes au quotidien, et une approche holistique de l'accompagnement, c'est-à-dire d'intégrer toutes les personnes qui travaillent avec la personne concernée, c'est-à-dire de vraiment avoir une intégration de l'ensemble. Ça veut dire, par conséquent, décliner le modèle de fonctionnement humain dans les pratiques cliniques et professionnelles. Quand on dit qu'il faut tenir compte du fonctionnement des personnes, eh bien concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours ? Qu'est-ce que ça veut dire dans la manière dont j'accompagne la personne ? Tenir compte fondamentalement de l'apport des perspectives multiples. Alors, il se trouve que je suis responsable d'un master de psychologie et plus ça avance, plus je me rends compte que je ne sensibilise pas assez les étudiants. Ils le savent en cours, ils découvrent en cours cette question de l'équipe pluridisciplinaire, mais je ne suis pas sûre qu'on les sensibilise assez. Et donc, fondamentalement, considérer l'apport des perspectives multiples. Considérer que, par exemple, voyons les choses du côté du psychologue, le psychologue a un certain regard sur la personne, mais qui n'est que complémentaire de celui des psychomotriciens, psychomotriciennes, orthophonistes, médecins, éducateurs, éducatrices, enseignants, assistants sociaux et ainsi de suite. Et que donc, cet apport, il est essentiel à coordonner. Il faut
vraiment tenir compte de ce côté pluridisciplinaire et mettre en place un projet d'accompagnement intégrant tous les niveaux d'accompagnement pertinents et qui vise à améliorer toutes les dimensions du fonctionnement. Dernier point, ce sur quoi les collègues mettent l'accent, c'est sur la mise en œuvre de pratiques fondées sur les données probantes. Je voulais faire un point là-dessus pour préciser ce dont on parle quand on parle de pratiques fondées sur les données probantes. C'est-à-dire, on s'appuie sur des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Des pratiques qui ont été testées scientifiquement et qui ont montré qu'elles étaient efficaces. Quand Étienne Pau parlait des méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé, eh ben, ce sont celles-là, en fait. La Haute Autorité de Santé a fait, quand ils font le point sur les recommandations de bonnes pratiques, ils se posent sur l'analyse de la littérature pour identifier ce qui est efficace ou ce qui l'est moins. Et s'ils n'ont pas d'indication dans la littérature, parce qu'on n'en a pas toujours, et que les indications dans la littérature sont toujours transitoires, parce que la connaissance scientifique est toujours transitoire, elle est vraie tant qu'on n'a pas montré qu'elle était fausse, eh bien dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'indication, il s'appuie sur un consensus d'auteur. Ce dont je voulais parler, c'est la méthodologie de validation, parce qu'en fait, on dit toujours qu'il faut s'appuyer sur les méthodes qui ont fait preuve de leur efficacité, et on ne dit pas précisément ce dont il s'agit. Or, il y a des conditions spécifiques. Il y a une méthodologie pour valider les choses, c'est-à-dire que si on veut montrer qu'un accompagnement est efficace, alors c'est en recherche, on va comparer le programme que l'on veut tester, le programme cible, à un programme contrôle. L'information importante, c'est que ce programme cible, alors par exemple, le programme, je sors des TDI pour parler des TSA, des troubles du spectre autistique, un des programmes testés est ABA, l'analyse appliquée du comportement. On va tester, les chercheurs ont testé ce programme et l'ont comparé à un autre programme. C'est important d'avoir ça en tête, le programme contrôle n'est pas rien. On va comparer le programme dont on souhaite montrer l'efficacité par rapport à un autre programme qui jouerait sur les mêmes dimensions. On fait une comparaison avant-après, donc on va évaluer les personnes avant, et puis on évalue les personnes après, et on montre qu'elles ont progressé statistiquement plus pour le programme cible que pour le programme contrôle. Donc s'appuyer sur les méthodes qui ont fait la preuve de leur validation, c'est s'appuyer sur des programmes qui ont suivi ce genre de dispositif. Ça, c'est de manière générale pour identifier les programmes sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, je dis tout ça tout en sachant très bien que s'agissant des troubles du développement intellectuel, on n'en a pas encore énormément. On en teste, on en développe, mais il n'en existe pas tant que ça qui soient testés. Il y a un certain nombre de programmes qui sont testés pour le développement des compétences émotionnelles. Il y a des chercheurs, malgré tout, qui travaillent, par exemple, sur l'apprentissage de la lecture sous Berkeley en Angleterre. Il y a des gens qui travaillent sur l'apprentissage du vocabulaire, sur la manière de favoriser le langage, sur la manière de favoriser la communication. Ce sur quoi on doit progresser, c'est sur la mise à disposition des professionnels. Si on s'intéresse aux personnes, cette fois, je reviens juste en arrière pour refaire le lien. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche du fonctionnement fonctionnel et holistique, je vous disais, et de mettre en place un accompagnement individualisé. Le projet cet accompagnement individualisé commence par un projet d'accompagnement individualisé qui a un plan personnalisé, conçu pour répondre aux besoins et aux objectifs spécifiques d'une personne donnée, qui va partir d'une évaluation de la personne, de ses forces, de ses faiblesses, de ses intérêts, de son style de fonctionnement. Le point qui est glissé au milieu de tout et qui est très important, c'est ses intérêts, c'est-à-dire que on part de ce que veut la personne le plus possible et on s'appuie sur ses besoins, sur ce qu'elle souhaite faire, sur ses projets. Ce projet d'accompagnement individualisé, c'est une feuille de route qui va permettre de suivre ces projets. Je vais y revenir de manière un peu plus détaillée. Et il doit être défini avec la personne concernée et avec ses proches. Ce projet d'accompagnement individualisé, je ne vais pas détailler l'évaluation parce que ça vous sera présenté après. Il part d'une évaluation,
Cette évaluation, elle est multidimensionnelle, elle part de toutes les dimensions, elle tient compte, de toutes les dimensions de vie de la personne, elle est pluridisciplinaire et elle est partagée. C'est-à-dire que non seulement cette évaluation est plutôt faite par chacune des professionnels, mais chacun ne la fait pas dans son coin, elle est partagée par tous et partagée avec les proches de la personne concernée. L'idéal parce que ce n'est pas toujours possible, l'idéal est qu'elle s'appuie sur des outils qui soient validés, selon la méthode dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui soient valides, sensibles, fidèles. La validité, la sensibilité, la fidélité, c'est les caractéristiques psychométriques d'un test. La validité, c'est le fait que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Si je veux évaluer le fonctionnement adaptatif, c'est bien le fonctionnement adaptatif que je vais évaluer. La sensibilité, c'est la caractéristique du test qu'il fait la distinction entre les personnes qui ont une caractéristique donnée et celles qui ne l'ont pas. Il permet d'identifier les personnes qui ont, par exemple, des limitations de fonctionnement adaptatif. Et la fidélité fait que si on fait un test-retest, si on évalue à différents moments dans le temps, on obtiendra des résultats qui seront comparables. Mais cette utilisation d'outils validés doit être associée au jugement clinique, c'est-à-dire on ne fait pas simplement passer un test et on a une conclusion, c'est le regard des professionnels qui est important et qui associe l'observation également des conditions de vie de la personne et de son environnement, et donc l'information importante également est que son environnement doit aussi être évalué puisque le handicap résulte de l'interaction entre la personne et son environnement. Donc on ne peut pas se contenter d'évaluer la personne elle-même, il faut aussi tenir compte de son environnement. Une fois qu'on a évalué la personne, on pourra passer à la définition des buts et des objectifs qui sont faits pour cette personne, pour chaque intervenant. Ils sont identifiés, ces buts, ces objectifs, les priorités sont identifiées par la personne et ou son entourage en fonction de ses besoins. Et donc, il s'agira d'identifier les priorités d'action, d'accompagnement, mais aussi de tenir compte d'indicateurs de progrès. C'est-à-dire que l'évaluation, elle se fait de manière continue. Bon, pas tous les jours, mais régulièrement. Et qui permet de dire ce qui fait que la personne a progressé ou pas. Il faut se donner les moyens d'identifier ce qui fait que la personne a progressé ou qu'elle n'a pas progressé, et alors il faut peut-être rectifier le tir. Tout ça, ça s'inscrit dans des objectifs globaux. Les objectifs globaux, c'est de favoriser une meilleure participation sociale de la personne, une meilleure qualité de vie, meilleure autodétermination et un meilleur fonctionnement. J'ai fait du plus général au plus spécifique. Une fois qu'on a défini les buts et les objectifs, on met en place le soutien, c'est-à-dire, avant de le mettre en place, on identifie les stratégies et les ressources pertinentes pour la personne, et puis on va déterminer les activités qui sont mises en œuvre par chaque intervenant, identifier le matériel et les technologies qui sont utiles. Et donc tout ça, c'est partager, coordonner. L'idée est qu'il y ait vraiment un travail d'équipe qui soit mis en place, puisque on veut évaluer la situation et permettre à la personne de progresser dans ses différents domaines de vie. Et donc, il est important de coordonner l'ensemble. Avec un calendrier qui fixe les délais pour atteindre les objectifs fixés, une méthode de suivi des progrès avec des évaluations régulières et un rapport d'avancement. Et finalement, ce qui est également indispensable, je l'ai un peu évoqué régulièrement, mais c'est l'idée de la communication. Communication entre professionnels, communication avec l'entourage, de telle sorte que chacune est conscient des besoins de la personne et l'idée que tout le monde travaille ensemble pour soutenir les progrès. J'ai hésité à vous présenter tout ça de manière détaillée parce que je me suis dit que c'était connu et identifié et que donc peut-être que ça ne servait à rien. Et en même temps, c'est la logique que rappellent encore et encore et encore les chercheurs de l'AIDD. J'ai lu hier encore un article récent de Shalok et ses collaborateurs qui revenait sur cette logique-là. Donc je me dis qu'après tout, c'était peut-être pas inutile de présenter de manière détaillée. Je vous ai dit que cette manière de concevoir le fonctionnement des personnes
sous l'angle des troubles du développement intellectuel avait un impact sur l'accompagnement, mais ça avait un impact sur l'évolution des pratiques professionnelles, c'est ce que je viens de vous présenter. Ça a aussi un impact sur l'évolution des politiques publiques. Et finalement, on les trouve ici. C'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU qui fixe à un niveau général la question de l'accompagnement des personnes ayant un handicap. Et plus spécifiquement, ce n'est pas mentionné, mais c'est dans ce cadre-là que ça s'inclut des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel, sous l'angle des droits, les droits humains. La stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, la stratégie 2021-2030. Et si je l'ai mis, c'est parce qu'on parle aujourd'hui de la stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement en France. En fait, cette stratégie est une déclinaison de la stratégie européenne. On s'inscrit dans le cadre européen à cet égard. Cette stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, je vais vous en dire juste quelques mots. Il y a 6 engagements qui ont été pris. Et en fait, ce que je trouve intéressant en vous les présentant, c'est que ça permet de voir que finalement, en fait, toute cette logique qui est proposée par la IDD, par le DSM, par la CIF se retrouve ici. Alors, pas forcément amplifier la dynamique de recherche, mais si, en réalité, accélérer la diffusion des connaissances auprès de tous les acteurs, c'est l'engagement 1. L'engagement 2, garantir une solution d'accompagnement à chaque personne, des interventions de qualité tout au long de la vie, intensifier la formation des professionnels. C'est ce dont on vient de parler. Le 3, c'est avancer l'âge du repérage et des diagnostics et identifier les interventions précoces. Ça tombe bien parce que j'ai oublié de vous le dire. La question du projet d'accompagnement personnalisé, l'idée, c'est que ça se mette en place de la manière la plus précoce possible. Il y a 2 manières de concevoir la précocité de l'intervention. Soit on voit précocement au début de la vie, donc dès la naissance, si on se trouve par exemple dans la situation d'une étiologie génétique qui est repérée dès la naissance, comme le syndrome de Down, mais dès que les troubles sont repérés, et dans tous les cas, si l'intervention est précoce, elle ne doit pas s'arrêter pour autant. Et si les difficultés sont repérées tardivement, eh bien, malgré tout, l'intervention doit se mettre en place. Et ce sur quoi on met l'accent dans le champ des troubles du développement intellectuel, c'est que l'accompagnement doit durer tout au long de la vie. Les personnes ont absolument besoin de soutien tout au long de la vie. Particulièrement si elles n'ont pas une occupation, si elles n'ont pas une occupation professionnelle. Si les personnes ont une occupation professionnelle, si elles ont la possibilité de participer à la société, à leur communauté, elles ont finalement cet accompagnement au fonctionnement quotidien. L'engagement 4, c'est adapter la scolarité aux particularités des élèves, de la matériel à l'enseignement supérieur. Il y a un tas de dispositifs qui se mettent en place, qui sont les dispositifs d'autorégulation, les pôles d'appui à la scolarité. Par exemple, pour favoriser la scolarité dans l'enseignement supérieur, le projet Atypie Friendly, la charte Atypie Friendly se met en place dans un certain nombre d'universités. L'engagement 5, c'est accompagner les adolescents, les adultes dans les phases majeures de leur vie, notamment pour le plus en difficulté. Et puis 6, faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les TND dans la société. Tout ça, c'est mis en œuvre avec 81 mesures. Il y a 81 mesures qui sont déclinées. Et pour finir, le point important, c'est que si on parle d'évaluation, évaluation des personnes pour identifier leurs forces, leurs besoins, si on parle d'évaluation des pratiques, il faut aussi parler de l'évaluation des politiques publiques, puisque ce qui est mis en place doit être évalué. Alors, je ne sais pas si c'est prévu, mais à un moment donné, l'idée est de se poser, de regarder si ce qui a été mis en place a été efficace ou pas pour pouvoir faire évoluer potentiellement. Merci.